Là. Alors, on poursuit cette conversation à multiples voix lancée depuis tout à l'heure sur les alternatives, avec cette fois-ci une discussion autour de peut-on faire de la politique autrement? Fait-on de la politique autrement quand on part des alternatives et quand on fait le constat de leur existence? Donc, avec nous, Théo Roumier. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu. Donc, vous êtes enseignant en lycée professionnel dans le Loiret. Vous êtes militant syndical à Solidaire et en mars dernier, au plus fort de la lutte contre la loi travail, on s'en souvient, vous avez été l'une des personnes qui ont initié le mouvement On bloque tout, un appel de syndicalistes notamment à construire un rapport de force, à généraliser la grève et à pratiquer le blocage. Éventuellement, texte appel qui avait recueilli 1600 signataires. Et à vos côtés, nous avons également invité Marion Esnault. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Alors vous êtes l'une des porte-paroles de Alternatiba. Alternatiba, c'est ce mouvement citoyen qui avait été lancé en 2013 autour de villages. Dans un premier temps, il y avait eu un village à Bayonne, puis différents villages, des villages qui souhaitaient valoriser des projets alternatifs, d'où le nom Alternatiba. Il y a eu ensuite un tour Alternatiba en 2015, avant la COP21, le sommet sur le climat, un village des alternatives lors de ce même sommet. En 2016, un camp climat, une campagne contre le TAFTA, l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Et enfin, vous faites également partie, Alternatiba, de ANV COP21, qui est ce réseau militant qui est devenu un petit peu plus connu ces dernières semaines, sans doute d'un plus grand public, car c'est de ce mouvement que vient John Palais, qui a donc été poursuivi pour ses actions et ses campagnes autour de ces chaises dérobées, empruntées, pourrait-on dire, à des agences bancaires pour dénoncer et exercer une pression sur elles par rapport à leur évasion fiscale et le manque de financement pour les politiques climatiques. Donc on a peut-être deux personnes ici qui sont moins directement actrices d'alternatives, peut-être à un plan un petit peu plus politique, mais on va en discuter avec vous et Rachida va commencer. Je vais d'abord me tourner vers vous, Théo, pour évoquer du coup, parce que vous êtes bien placé pour en parler, la question du syndicalisme. Est-ce que le syndicalisme peut être un outil pour changer le monde, transformer la société en profondeur ? Ah bah oui, je pense vraiment même plus que jamais. Enfin, tout simplement parce qu'en fait, on a là un outil qui est disponible, qui est quand même, je sais pas, enfin moi personnellement, je pense que c'est un des meilleurs outils qu'on a sans doute même aujourd'hui, pour être franc, pour transformer le monde en profondeur. Parce qu'il parle tout simplement à ce que vivent la majorité des gens. Alors non seulement dans ce pays, mais même globalement dans le monde, qui est une situation d'exploitation autour d'un lieu qui s'appelle le travail. Alors certes, il y a des gens qui sont hors travail aujourd'hui, des chômeurs ou des gens qui n'en ont pas assez, pas beaucoup, des précaires. Pour autant, il y a un enjeu aujourd'hui à ce que le syndicalisme s'adresse à eux. Et ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, en partant de cette réalité qui est celle du travail, il a la possibilité de s'adresser, mais vraiment, vraiment très largement, quoi. Les syndicats, aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Il y a encore des angles morts, il y a des endroits où il reste encore à développer. Mais en tout cas, c'est un outil qui est disponible. Et ça, je pense vraiment que c'est ce qui fait de lui, sans doute, un bon outil pour essayer de changer le monde et pour transformer la société. Ça a toujours été ce qu'a voulu faire le syndicalisme, quand on y réfléchit bien. C'est partir aussi de ce qu'on appelle le carreau cassé, de la petite revendication quotidienne, pour aussi arriver progressivement à remettre en question la manière dont s'organise le travail, la manière dont on subit, des fois, et beaucoup aujourd'hui de travailleurs et de travailleuses en France et dans le monde subissent des conditions de travail de plus en plus dures et de plus en plus dégradées. Et c'est quand même partir de ça, partir de cette réalité-là, c'est pas partir forcément au départ de grandes idées, de grands principes, de promesses qu'on ne tient pas, mais c'est bien partir aussi du réel et du concret du travail et de ce que vivent la majorité des gens. Mais à l'heure d'une grande désaffection syndicale, est-ce que le syndicalisme aujourd'hui peut faire la jonction avec toutes ces alternatives qu'on évoque depuis le début de la soirée et sortir d'un tropisme un petit peu revendicatif qui lui colle à la peau ?
Alors, c'est l'enjeu d'un syndicalisme de transformation sociale, en fait. C'est arriver à faire vivre un syndicalisme qui fait effectivement pas le nez dans le guidon des revendications quotidiennes, mais qui porte aussi l'objectif d'un changement profond de société. Travailler effectivement avec l'ensemble des composantes aujourd'hui, ce qui fait mouvement social, ça a toujours été le choix de tout un courant syndical dans lequel, enfin, moi personnellement je m'inscris en étant syndicaliste à Sud, mais honnêtement où on retrouve aussi d'autres militants syndicaux, qui soient à la CGT, qui soient à la FSU, à la CNT, à la CNTSO, etc. Enfin, toute la galaxie de syndicats qu'il y a. Par contre, il y a sans doute des pratiques communes, et on a vu aussi, si on parle même très concrètement, à Notre-Dame-des-Landes par exemple, des syndicalistes constituer un collectif de syndicalistes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est bien, et on a vu même lors de la dernière manifestation à Notre-Dame-des-Landes un vrai cortège syndical lors de la manifestation. Donc le syndicalisme, il n'a pas à s'interdire l'intervention sur tout ce qui touche à la vie des gens qui le composent et qui le font vivre, qui ne sont pas fermés aux questions aujourd'hui écologiques, comme aux questions de racisme, comme à la question centrale qui est celle du féminisme et de l'égalité homme-femme. Enfin, voilà, tout ça, c'est des questions. Là, par exemple, on est, pour un certain nombre d'équipes, en train de se poser la question de comment on va faire pour construire la grève du 8 mars, qui est une grève sur la question de l'égalité salariale. En tout cas, c'est le thème qui a été retenu, et c'est à cette action-là qu'appellent aujourd'hui des organisations syndicales comme la CGT ou l'Union syndicale solidaire. Donc, il y a quand même... le syndicalisme n'est pas fermé aujourd'hui aux enjeux de société. Après, il y a besoin de le faire vivre, ça. Et le faire vivre, c'est effectivement l'investir. Là, oui, effectivement, il y a encore vraiment des efforts à faire et il y a encore à progresser, c'est certain. Mais par contre, il y a cette possibilité qui existe, qu'il faut arriver à engager. Et ça, c'est un peu, nous, ce qu'on a essayé de faire aussi avec l'appel de syndicalistes On bloque tout. C'était poser la question de comment est-ce que les syndicalistes aujourd'hui de lutte, qui veulent aussi poser des questions profondes comme celle de la réduction du temps de travail, parce qu'on a entendu parler beaucoup de création d'emplois. Bon, je pense vraiment que si on veut créer des emplois assez massivement, réduire le travail, ça commence à être une piste assez sérieuse. Nous, on porte la question de la revendication du temps de travail, de réduire le temps de travail à 32 heures. Et sans perte de salaire, bien évidemment, mais aussi en reposant les questions de comment on travaille mieux et comment on travaille autrement aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de réduire le temps de travail, il s'agit aussi de réinterroger comment on travaille. Et donc nous, ces questions-là, on voulait les poser par-delà la question des chapelles syndicales, parce que par contre, là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu à aussi pas s'arrêter à qui est à Sud, qui est à la CGT, qui est à la FSU, mais comment est-ce qu'on fait ensemble un petit peu avancer l'organisation collective. Voilà, parce que si on veut, en fait, pour de vrai, avancer et changer réellement le monde, d'une part, la question des processus électoraux est un peu secondaire, voire pas vraiment utile, en tout cas de mon point de vue, mais en plus, la question de l'action collective, elle est déterminante. Et là, le syndicalisme, ça reste quand même un principal opérateur d'action collective aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'on a vu avec la loi travail. Il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Et ça, c'est quand même parce qu'il y avait des organisations syndicales qui déposaient des préavis de grève, parce qu'il y avait des équipes, des militants. Il ne faut pas penser qu'aux appareils et qu'aux organisations. Il faut penser aux gens qui, quotidiennement, font vivre ça, le syndicalisme. Moi, demain, j'ai une heure d'information syndicale dans mon établissement pour discuter, justement, organisation du travail, grève, etc. Donc, c'est pas... Quand on parle d'alternative, oui, ça en fait partie quand même. Arriver à faire vivre la démocratie aujourd'hui sur les lieux de travail, c'est quand même ce qu'on essaye de faire avec nos pratiques syndicales. Et c'est aussi poser la question plus globale ensuite, parce que si on parle d'action collective, si on réfléchit plus globalement, c'est aussi poser la question du système économique qui construit les inégalités contre lesquelles on se bat. Bon, qui porte un nom, ça s'appelle le capitalisme, mais comment on fait, quoi ? Comment on fait pour, clairement... engager une rupture et rompre avec. Et le syndicalisme est l'outil, je pense, qui est important parce qu'il parle vraiment du travail et que vraiment, si on veut réfléchir à qu'est-ce qu'on produit, comment, va falloir faire avec ceux qui, justement, font le travail au quotidien. Voilà. Marion Esnault, donc vous êtes porte-parole, l'une des porte-paroles d'Alternativa. Pensez-vous que les alternatives, telles que certaines ont commencé à être décrites ce soir, que ces alternatives ont besoin de se fédérer, d'être fédérées, de s'unir formellement pour compter plus? Est-ce que toutes seules, elles ne font pas suffisamment pression pour le système? Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose comme Alternativa pour essayer de les organiser, de faire pression davantage sur le système?
Alternativa a cet objectif de fédérer les alternatives qui existent, les alternatives concrètes qui sont sur tous les territoires. Et évidemment, le fonctionnement en réseau est un fonctionnement assez joyeux parce qu'on échange des expériences, on s'inspire les uns des autres. Donc, il y a déjà les mettre en réseau pour qu'elles apprennent les unes des autres. Ensuite, si elles sont déconnectées les unes des autres, elles ne peuvent pas faire système, j'ai envie de dire même écosystème. On est tous interdépendants, on est toutes et tous interdépendants, et donc toutes les alternatives du territoire doivent ensemble se connecter pour justement créer ce point de bascule, changer l'échelle des alternatives, parce que l'objectif, en tout cas de notre point de vue Alternativa, parce qu'on est mobilisé sur les enjeux climatiques, les alternatives d'aujourd'hui doivent devenir la norme demain. C'est elles qui construisent une société durable et une société soutenable qui va nous permettre d'avoir des modes de vie moins impactants sur le climat. Donc oui, les fédérer, c'est assez indispensable. Et qu'est-ce que ça apporterait? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'idée d'un message politique qui serait émis par le mouvement Alternativa? Est-ce que c'est quelque chose de plus pragmatique, je ne sais pas, d'échange de savoir, de rencontres entre les personnes? Comment est-ce que vous envisagez le rôle qu'Alternativa pourrait jouer par rapport à ces alternatives? On a une vision très pragmatique à Alternativa. On dit même qu'on a un logiciel pratico-radical. Donc on est dans le faire, on est dans l'action. On n'a plus le temps de réfléchir. On est déjà très en retard sur les emballements climatiques qui vont arriver dans les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent. Donc on doit absolument agir. De ce point de vue-là, agir, c'est inciter les citoyens et les citoyennes à s'investir dans les alternatives qui existent déjà ou les démultiplier. Par exemple, on avait le réseau des AMAP qui était présent tout à l'heure. Les premières AMAP qui ont été créées, elles ont essaimé et aujourd'hui on a tout un réseau qui fonctionne, qui échange des pratiques et qui développe un modèle qui est celui de connecter les consommateurs et les producteurs locaux. Donc, il faut qu'on soit dans cette action et c'est pour ça que nous, on organise ces villages des alternatives et qu'on organise ces moments de rassemblement festifs, convivial aussi parce que c'est créer du lien social, c'est remettre de l'humain au cœur de nos sociétés, c'est relocaliser l'économie, relocaliser l'alimentation, la finance, etc., etc. Si, comme vous le disiez il y a quelques minutes, les alternatives d'aujourd'hui ont vocation à devenir la nouvelle norme. Comment définissez-vous ces alternatives aujourd'hui? Donc, qu'est-ce qui rentre dans Alternativa ou pas? C'est des alternatives qui construisent une société soutenable, une société humaine, une société désirable, dans laquelle les citoyens ont une vie qu'on appelle du buen vivir, pour reprendre un terme bien connu dans les milieux alternatifs. Donc en fait, une société qui vient d'Amérique latine, qui est cette idée d'un bien vivre. Exactement, et d'un lien fort avec la terre qui nous nourrit et qui fait que nous sommes des êtres vivants. Et donc, l'intérêt, il est quand même de connecter pour ensuite arriver à un point de basculement. Mais pour connecter, il faut aussi se développer de façon un petit peu plus importante. Et donc, c'est là où on est maintenant dans une autre phase avec Alternativa, qui est participer au changement d'échelle de ces alternatives. C'est un terme qui revient beaucoup en ce moment dans les milieux, c'est le changement d'échelle des alternatives. Qu'est-ce que ça prendrait comme forme pour vous ? Alors, après nos 3 premières années de mobilisation où on a mis en lumière, ou en tout cas on a créé le cadre pour rendre visibles les alternatives qui existaient sur tous les territoires, on passe dans une deuxième phase suite à la COP21 et à l'accord de Paris, pour lequel on a un regard assez critique, parce que pour nous, l'accord de Paris, il n'est pas assez ambitieux, il n'est pas contraignant, c'est-à-dire que les États qui se sont engagés aujourd'hui, ils ne vont pas avoir de compte à rendre sur l'application des contributions qu'ils ont mis dans l'accord de Paris. Ces contributions, aujourd'hui, elles nous emmènent dans une trajectoire à plus 3,5 degrés, alors que les États se sont engagés à rester en dessous de la barre des 2 degrés. Donc, clairement, ce n'est pas du niveau international qu'on relèvera le défi climatique. Donc, de ce point de vue-là, avec Alternativa, on a décidé de passer l'accélérateur et d'aider les alternatives à changer d'échelle.
Alors ça peut être aider une alternative qui a besoin de se développer de façon plus importante. On avait la nef qui était là tout à l'heure. Clairement, la nef a besoin qu'il y ait en plus de personnes qui épargnent. Où on a des alternatives dans le domaine de l'énergie, comme Enercop, qui est une coopérative de fourniture d'électricité 100% renouvelable, qui a besoin de plus de clients pour se développer. Donc évidemment, il n'y a que des alternatives qui le veulent et qui le peuvent, qu'on va aider à changer d'échelle. Et donc pour ça, on met en place un projet qu'on appelle le Grand Défi des alternatives. Il sera lancé à la fin du mois de mai à peu près et se terminera vers le mois de novembre. Et l'objectif, c'est de se donner des défis à remplir, que les collectifs Alternatiba rempliront sur leur territoire. Et pour donner un exemple, reprendre les AMAP, on se dirait au niveau global que sur cette période entre fin mai et novembre, on aurait 1000 nouvelles personnes qui adhéreraient à une AMAP dans toute la France. Et le collectif Alternatiba Nantes, par exemple, dirait « Nous, on va aider en permettant à 100 personnes d'adhérer dans une AMAP. » Et donc connecter les alternatives avec les citoyennes et les citoyens qui ne sont pas encore passés à l'action. Et tout ça, ce serait visible sur une plateforme en ligne. On pourrait suivre l'évolution de ces défis. Enfin, on va suivre l'évolution de ces défis à travers une plateforme qui reprend le système du crowdfunding, donc le financement par la masse, qu'on appellerait le crowd changing, donc le changement par la masse. Donc connecter aussi le virtuel, le réel, continuer à créer du lien et à faire ce système qui va nous permettre de lutter contre le dérèglement climatique. Alors, il y a cette action militante pour le climat d'Alternatiba, mais Alternatiba veut aussi renouveler les pratiques militantes. J'aimerais bien qu'on termine ce moment là-dessus avec vous, c'est-à-dire Alternatiba concrètement n'est pas une association loi 1901, vous n'avez pas de bureau, pas de président, il y a beaucoup de porte-parole, il y a une limite d'âge pour être porte-parole. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que vous vous organisez et pourquoi, et le lien entre cette manière de s'organiser et ce que vous portez comme revendication? Alors, un des objectifs d'Alternatiba, quand le processus a été lancé en octobre 2013 à Bayonne, c'était de faire émerger une nouvelle génération militante mobilisée sur le climat. Donc, en fait, les personnes qui ont fondé Alternatiba, c'était déjà des militants aguerris qui ont favorisé l'espace pour que de nouvelles générations militantes puissent s'investir, s'engager, être responsabilisées. Donc, on a toute une philosophie, si je peux le dire comme ça, de formation et de montée en compétences, d'où le camp climat qu'on a fait en 2016. Donc c'est 10 jours où on se forme les uns les autres et où on échange nos connaissances, nos compétences, etc. Et notre fonctionnement, il est très horizontal. C'est-à-dire qu'on a une équipe d'animation qui est composée d'une 40aine de personnes. Donc effectivement, on avait décidé l'an dernier de mettre une limite d'âge, pas exclusive, mais en se donnant un objectif pour qu'il n'y ait pas trop de personnes trop âgées dans l'équipe d'animation et que donc l'équipe se renouvelle. Et on n'a pas de bureau, on n'a pas d'assemblée générale, on a des coordinations, on les appelle comme ça, et on a un fonctionnement très horizontal, on prend des décisions au consensus. Donc le consensus, c'est tout le monde est d'accord avec la décision qui est prise. Si on n'arrive pas au consensus, on prend des décisions au consentement. Donc là, c'est tout le monde est d'accord, tout le monde n'est pas d'accord, pardon, et si je suis pas d'accord, je peux vivre avec. Et puis on arrive au vote. On n'est jamais arrivé au vote en 3 ans, presque 4 ans de processus, donc je pense que ça fonctionne plutôt très bien. C'est le consensus qui l'emporte sur le consentement. Aussi parce qu'on est dans des cercles de confiance et en autogestion, et donc on travaille dans cette atmosphère de confiance. Sourire envieux de Théo Roumier. Non mais en fait, si je peux me permettre, je sais pas, mais c'est intéressant parce que cette question d'une démocratie horizontale, c'est quand même quelque chose aussi qui caractérise, bon là encore pas toutes les organisations syndicales, il y a aussi des choses vraiment plus verticalisées, faut être clair, mais en tout cas pour ce qui est, moi, les organisations dans lesquelles je me suis construit syndicalement, qui sont les syndicats Sud, cette question de l'horizontalité était quand même très présente, et de l'auto-organisation, et de l'autogestion, et de la démocratie dans l'outil syndical, et y compris souvent, quand je disais c'est un opérateur de démocratie, le syndicalisme, c'est même souvent un opérateur de démocratie directe, en fait, parce que sur le lieu de travail, une des premières
Et puis dans les luttes même, hein, globalement, et même dans les luttes auxquelles on participe et qui ne sont pas sur le lieu de travail, une des premières conditions d'arriver à mettre en mouvement des gens, c'est en fait de les faire participer, quoi. C'est-à-dire qu'un collectif, c'est effectivement plusieurs individus ensemble. Et si on veut qu'ils y prennent part, la question de l'auto-organisation, elle est déterminante. Si on veut des mouvements assez massifs, quoi, et qui arrivent à entraîner une action collective convaincue. Et la pratique des assemblées générales lors des grèves, etc., tout ça, c'est des choses, et d'ailleurs qui manquent peut-être un peu, qui expliquent peut-être les difficultés qu'on a eues sur les derniers mouvements sociaux, hein, en 2010 ou récemment contre la loi travail. Hein, le travail, tout ce qu'il faut encore refaire aujourd'hui pour réapprendre comment on fait plus et mieux d'auto-organisation dans nos luttes. Ça c'est important, si on veut demain aussi avoir des luttes plus partagées et puis plus convaincues, quoi. La limite d'âge des porte-paroles à Alternativa, juste Marion 40 ans. Mais encore une fois, on n'est pas figé là-dessus. C'est un objectif qu'on se donne et on le remplit plutôt bien parce qu'en fait, les personnes investies dans l'animation du mouvement, elles ont entre 20 et 35 ans en moyenne. Mais sur ce modèle de fonctionnement, c'est aussi pour nous très important parce que c'est flexible l'investissement chez Alternativa. On n'a pas de mandat, on n'a pas d'adhésion. Et donc, on peut s'investir aussi en fonction de ses conditions de vie et de ses réalités de vie. Parfois, on a le temps de s'investir parce que malheureusement, on est au chômage. Parfois, on n'a pas le temps parce qu'on accumule un travail, une vie de famille, etc. Donc, on est dans une recherche d'engagement flexible parce qu'on considère que tout le monde doit pouvoir s'investir parce qu'on traite du dérèglement climatique et que c'est un sujet qui concerne tout le monde et c'est un sujet qui concerne notre génération. Aujourd'hui, c'est pas dans 10 ans qu'on changera le cours de l'histoire lié au dérèglement climatique. Moi, je me souviens quand j'étais petite, on me disait que j'étais cette génération dont mes parents parlaient comme la génération qui allait connaître les dérèglements climatiques. Et ben voilà, on y est. Donc, il faut agir maintenant. Et j'ajouterais aussi que tout à l'heure, vous parliez du lien qu'on a avec ANV COP21. En fait, c'est plus qu'un lien. On est très proches, on est très complémentaires même. Alternativa est plutôt dans la perspective de cette création d'un mouvement de masse populaire et radical sur le climat, mais par les alternatives, par la jambe des alternatives. Je vous expliquerai pourquoi la jambe après. Et ANV COP21, qui est ce mouvement avec lequel on est très proche, a aussi cet objectif de création d'un mouvement de masse populaire et radical, mais par la désobéissance civile et par la résistance et la dénonciation. Pourquoi ? Parce que, et c'est très important pour nous, la création des alternatives, oui, il faut créer ce système de société plus durable et plus soutenable. Mais il faut aussi dénoncer ceux qui bloquent et ceux qui empêchent la transition écologique. Et pourquoi est-ce que les faucheurs de chaises se sont attaqués à la BNP Paribas ? Certes, parce qu'ils organisent l'évasion fiscale et ils font de l'évasion fiscale, mais aussi parce qu'ils investissent massivement dans les énergies fossiles et qu'ils empêchent la transition écologique. Donc, on a deux mouvements qui sont très complémentaires et qui avancent sur ces deux jambes, puisqu'on marche sur deux jambes, celle des alternatives et celle de la résistance et de la non-coopération. Et pour nous, c'est indispensable pour relever le défi climatique d'avancer sur ces deux jambes. Merci à vous deux.